À la une de l'actualité ce soir, reprise ce matin du Conseil des ministres. Après un mois de vacances, le gouvernement burkinabé s'est retrouvé à Kossiam autour du Premier ministre pour la rentrée gouvernementale. Retour dans ce journal en images sur cette reprise avec les dossiers prioritaires qui vont marquer le dernier trimestre de l'année en cours. Et puis dans ce journal, à l'Assemblée nationale, le Parlement vient d'ouvrir une session extraordinaire pour discuter de la question sécuritaire. Il s'agit pour les députés de réfléchir sur les moyens à mobiliser pour mettre un terme à l'insécurité sévissante et inquiétante dans le pays. Et parmi ces moyens, on note les moyens humains, législatifs, politiques, mais aussi budgétaires. Les détails à suivre dans cette édition. Dans cette édition, Ouagadougou aura un nouveau boulevard de contournement. Ce nouveau contournement long de 125 km sera réalisé en 2x2 voies et c'est l'entreprise Ebomaf qui va construire la voie pour l'État burkinabé dans le cadre d'un contrat PPP. La signature du contrat est intervenue hier, ce mardi. Et combien va-t-il coûter aux contribuables? Quel temps prendra l'exécution du projet? Et comment se fera le contrôle de la qualité de l'ouvrage? Explication à suivre dans ce journal. Dans le journal également aux États-Unis, l'ouragan Florence s'apprête à toucher les côtes américaines. Le phénomène impressionnant est classé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Des milliers d'Américains de la côte Est fuient. En effet, 1,5 million de personnes sont concernées par l'évacuation. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. C'est la rentrée pour les ministres du gouvernement Thiéba. Après un mois de repos, ils se sont retrouvés ce matin pour un premier conseil des ministres de rentrée. Et sitôt, les ministres se sont confrontés à des projets, et notamment des projets sur la table, lutte contre la fraude fiscale, l'opérationnalisation des pôles judiciaires et l'indemnisation des femmes déguerpies aux alentours du stade Ouobi de Bobo-Dioulasso. Les détails avec Roger Kam et Nyarkiteda. Pour une reprise, après quelques semaines de vacances, les dossiers pesaient lourd sur la table du Conseil des ministres. Et au nombre de ces dossiers, celui des femmes en déguerpie de l'Aigle-Maloro de la ville de Bobo-Dioulasso. Elles seront désormais indemnisées. C'est en tout cas l'une des principales bonnes nouvelles de ce rendez-vous de l'exécutif. Il y a eu ce qu'on appelait le déguerpissement des femmes qui avaient leur commerce adossé au stade Wobi, les femmes de l'Aigle-Maloro comme on les appelle. Le Conseil donc a accepté, sur proposition du HCRUN, donc de les dédommager afin donc de participer donc à la prise en main de ces femmes-là au niveau donc des pertes qu'elles ont pu subir, mais également de donner le signe donc d'une recherche de la quiétude et de la paix. Autre bonne nouvelle, les communes du Burkina Faso recevront dans les semaines ou mois à venir des ambulances. Au niveau du ministère de la Santé, le Conseil a donné son accord pour l'acquisition d'ambulances pour le compte des communes et pour le SAMU, comme prévu dans le cadre du programme du chef de l'État qui s'était engagé donc à fournir ces ambulances-là à toutes nos communes et à participer à la mise en œuvre donc du SAMU, ce service donc d'urgence qui doit être opérationnel dans nos deux grandes cités que sont Ouaga et Bobo-Dioulasso. Des lois ont été adoptées et seront transmises à l'Assemblée nationale. Elles sont relatives aux bonnes perceptions des impôts et à la lutte contre l'évasion fiscale. Bientôt, c'est la rentrée des classes sous menace d'insécurité dans bon nombre de localités du pays et le ministre porte-parole du gouvernement rassure, les dispositions sont prises. Tout est mis en œuvre pour que ces incursions dans l'est de notre pays s'arrêtent, aussi bien à l'est, aussi bien dans le sud-ouest, mais que le niveau de sécurité obtenu au niveau du nord et du Sahel soit maintenu. Donc il y a des efforts qui sont faits pour être convaincus que la rentrée aura bel et bien lieu dans cette partie de notre pays. Quant à la mise en œuvre des conclusions du forum sur la rationalisation des salaires des agents de la fonction publique tenu en juin dernier, Rémi Fulgence d'Anguinou n'a aucun doute. Ce qui est prévu pour être fait en janvier 2019 sera effectivement fait en janvier 2019. Les éléments de loi nécessaires seront pris pour que certains aspects, notamment le fait que tout ce qui est prélèvement doit être institué au niveau de la loi, seront mis au niveau de la loi. A signalé que ce conseil de rentrée a été présidé par le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, par délégation, selon la Constitution, en l'absence du chef de l'État. Le Parlement burkinabé de son côté se réunit pour une session extraordinaire. Il s'agit pour les parlementaires de réfléchir sur les moyens à mobiliser pour mettre un terme à l'insécurité sévissante et très inquiétante dans le pays. Nathalie Sawadgo. À cette deuxième session extraordinaire de l'année 2018, une seule question préoccupe l'ensemble des députés de la 7e législature.
la situation sécuritaire dans le pays. La représentation nationale veut écouter, entendre le gouvernement afin de prendre la pleine mesure de la situation. Toute chose qui va leur permettre de mener ensemble la réflexion pour trouver des pistes de solutions. La présente session extraordinaire qui a pour objet de se pencher sur la situation sécuritaire se tient au moment où la terreur et le désarroi se sont abattus sur certaines contrées du pays. Au moment où les interrogations ravagent des visages, au moment où le sentiment d'abandon hante bien d'esprits, et certains en sont même venus à douter de la capacité de l'État à assurer la sécurité publique. Mais que tous se rassurent. L'histoire de l'humanité nous enseigne que lorsque la guerre éclate entre les justes et les forces du mal, ce sont les justes qui triomphent toujours. La lutte sera peut-être longue, farouche, coûteuse, mais notre victoire est inéluctable. Pour Alassane Bala Sakandé, la série d'attaques terroristes dont le Burkina Faso est la cible depuis plus de 2 ans et qui a connu une recrudescence ces derniers temps dans les régions de l'Est et du Sud-Ouest constituent des actes de guerre. Face aux épreuves qui nous ont opposés, nous resterons unis et déterminés pour défendre la mère patrie. La riposte que le peuple burkinabé leur opposera sera simple, méthodique, implacable et féroce. Les traquer jusqu'à leur dernier retranchement, jusqu'à leur dernier souffle. Loin de s'inscrire dans une logique de simple formalisme parlementaire, la présente session extraordinaire doit donner un signal fort. Oui, elle doit donner un signal fort dans notre plan d'action contre le terrorisme, ses auteurs et ses instigateurs, tapis à l'intérieur ou à l'extérieur. Aussi, l'Assemblée nationale auditionnera-t-elle dans les semaines ou mois à venir les représentants de toutes les parties prenantes, étant entendu que la réponse à la pieuvre terroriste n'est pas que militaire. De l'enseignant du primaire à son directeur régional, de l'agent d'agriculture à son directeur provincial, de l'agent itinérant de santé à son médecin-chef, du préfet au gouverneur, du militant du rang au chef d'état-major général de l'armée, du secrétaire d'État au Premier ministre, du citoyen lambda au plus instruit, du Kogloégo au Dozo, du croyant au non-croyant. Aucune contribution ne sera de trop pour nous permettre de gagner, comme l'ont toujours fait nos aïeux ancêtres depuis la nuit des temps. Alassane Bala Sakandé appelle à l'union sacrée des filles et fils de la mère patrie. Mais auparavant, une minute de silence a été observée au début de la cérémonie à la mémoire de toutes les personnes tombées sous les balles assassines ou fauchées par les engins explosifs des ennemis. Il a aussi rendu hommage au travail de l'ensemble des personnels civils, militaires, paramilitaires, qui œuvrent inlassablement au péril de leur vie pour garantir la sécurité des Burkinabés. Ce 12 septembre est célébré dans les pays du Sahel comme la journée du SILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Cette année, l'accent est mis sur l'importance des produits forestiers non lieux dans le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des moyens d'existence des ménages vulnérables au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Plusieurs activités sont au programme de la célébration officielle, nous dit ici Lassina Ouattara et Bouma Ernest Nébier. Le Burkina, à l'instar des autres pays membres du SILS, commémore ce 12 septembre la 33e journée du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Une journée qui est une occasion pour ses organisateurs de faire le point des acquis déjà engrangés par le SILS, ainsi que ses grands projets qui sont en cours d'exécution dans ces pays membres. Déjà, le pastoralisme financé par la Banque mondiale à raison de 250 millions de dollars pour 6 pays du Sahel. Le SILS aussi a un projet de résilience financé par la Banque africaine de développement, 120 milliards de francs CFA. C'est le même 6 pays plus la Gambie. Ça, c'est la transformation et ça entre bel et bien dans les produits forestiers non ligneux. Le SILS a aussi un projet d'irrigation
financé par la Banque mondiale à raison de 180 millions de dollars pour les mêmes 6 pays. Au cœur des réflexions au cours de cette 33e journée de SILS au Burkina, la promotion des produits forestiers non lieux. Comment les promouvoir et comment les transformer afin qu'ils puissent être profitables à tous. Nous sommes dans un contexte du pays sahélien. Donc cette année, nous avons voulu inscrire cette journée sur le thème de la promotion des produits forestiers non lieux, qui sont aussi une alternative à la lutte contre les sécurités alimentaires et nutritionnelles que connaissent nos populations. Je pense que replacer ça au cœur même de nos activités nécessite donc un appui hautement politique. Et nous allons encourager certainement notre secteur privé de s'investir davantage pour transformer. Et quand on transforme, certainement, on crée des richesses et de l'emploi parce que nous allons non seulement accueillir et manger ici, mais on va faire l'emballage et rendre nos produits à l'échelle internationale pour qu'ils puissent nous ramener des revenus. Plusieurs activités dont une foire d'exposition des produits transformés à base des produits forestiers non lieux marquent la célébration de cette 33e journée du SILS au Burkina. Évoquons cette prestation de serment à la Haute Cour de justice, celle d'une parlementaire qui, pour des raisons sociales, n'avait pas pu le faire à l'époque de la prestation de serment des autres membres. Maïmouna Traoré. À la Cour de cassation ce matin, le député Marie-Rose Sawadgo prête serment comme juge parlementaire à la Chambre d'appel de la Haute Cour de justice. Le 15 novembre 2017, les 11 autres juges parlementaires prêtaient serment dans cette même salle. Mais pour des impératifs d'ordre social, elle n'avait pas pu accomplir cette formalité. Devant la Cour, elle jure de remplir ses fonctions comme un digne et loyal magistrat. C'est un honneur, c'est également une lourde tâche parce qu'il faut savoir se mettre au-dessus de tout pour rester indépendant, impartial. Et cela requiert une force de caractère et d'être quelqu'un de tempéré et quelqu'un qui ne se laisse influencer par personne. Marie-Rose Sawadgo entre officiellement à la Haute Cour de justice au moment où la juridiction reprend du service. Suite à une saisine du Conseil constitutionnel, elle avait été suspendue pour permettre une relecture des textes régissant son organisation et son fonctionnement. On peut reprendre à tout moment, mais enfin, il y a un certain nombre de facteurs limitants, comme vous savez, parce que parmi les grands dossiers du moment, il se trouve qu'il y a le dossier de l'insurrection et il y a le dossier du putsch. Le tribunal militaire a commencé ses travaux. Donc vous comprenez que ça c'est un facteur limitant. C'est pourquoi après cette prestation de serment et lorsque le tribunal militaire aura vidé son dossier, nous croyons pouvoir continuer plus ou moins immédiatement. La Cour d'appel de la Haute Cour de justice statue en dernier ressort en cas d'appel d'une décision rendue par la première instance. Au tribunal militaire de Ouagadougou, les auditions sur les responsabilités dans le putsch de septembre 2015 se poursuivent avec son lot de révélations. Aujourd'hui, 2 lieutenants étaient à la barre et un soldat de rang. Et le moins ce que l'on puisse dire, c'est que les officiers ont chargé le général Diengéré Gilbert. Ils ont aussi égratigné la hiérarchie militaire de l'époque pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour anticiper ou pour endiguer la crise, le putsch en question. Zoubaviel David Dabiré pour les détails. 2 lieutenants à la barre ce matin et c'est un réquisitoire contre l'armée burkinabé post-insurrectionnelle. Une armée où les premiers responsables n'ont pas daigné prendre leurs responsabilités en vue d'éviter la situation du 16 septembre 2015 et jours suivants. À ce deuxième jour de son interrogatoire, le lieutenant Ghislain Aliou Gorgo revient sur ce qu'il appelle la démission de l'état-major des armées qui, selon lui, n'aurait pas donné les consignes claires sur la conduite à tenir dès le 16 septembre 2015. Mais ce sont des sentiments personnels, se défend l'officier. Ces propos ont suscité des questions à Maître Prosper Farama. Devait-on négocier avec des putschistes pour qu'ils libèrent la République? L'auxiliaire de justice se convainc qu'il ne s'agissait pas pour le chef d'état-major général des armées de donner un ordre pour arrêter le putsch, mais de prendre des mesures vigoureuses. À la suite du lieutenant Gorgo, c'est au tour du lieutenant Abdul Kadri Dianda de se présenter à la barre.
Le jeune officier était le commandant du groupe d'intervention antiterroriste et chargé du renseignement militaire au RSP au moment des faits. À son encontre, 4 chefs d'accusation, la complicité d'attentats à la sûreté de l'État, le meurtre, les coups et blessures volontaires et l'incitation à la commission d'actes contraires à la discipline. L'officier de renseignement plaide non coupable et charge aussi bien les putschistes que la hiérarchie militaire au moment des faits. Selon sa version des faits, dans la journée du 17 septembre 2015, tous les officiers du régiment de sécurité présidentielle ont été mis devant un fait conçu et exécuté par le général Gilbert Diendéré avec la bénédiction des sous-officiers incontrôlés, indisciplinés et insoumis. Ces sous-officiers ne respectaient plus les chefs militaires et la hiérarchie le savait bien, s'indigne le lieutenant. Nous avons souvent pris des mesures disciplinaires à leur encontre sans que cela ne prospère. Ils étaient protégés par des chefs militaires et des hommes politiques qui ont mis en place des circuits de renseignement officieux au sein du corps. Cette situation, poursuit l'officier, est la conséquence des crises de décembre 2014, de février et de juin 2015 entre le RSP et le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. La tension était vive au camp. Dans sa narration des faits, le jeune officier est gagné par l'émotion. Sa gorge se noue, une larme perle sur sa joue. Le spectacle jette un froid sur l'assistance. Passé ce moment, le lieutenant déclare n'avoir pas su à quel sein se vouer dès l'annonce du putsch. Que faire? À cette question, il ne trouvera jamais de réponse. Il dit avoir été en contact et fourni des renseignements au général Pegronoma Zagré en vue de l'aider dans la prise des décisions. Et selon lui, tous les jeunes officiers espéraient une directive de l'état-major pour s'autodéterminer face à la crise. Faute de réaction, ils resteront au camp jusqu'au moment du désarmement sans jamais se mêler au coup d'État du général Gilbert Diendéré. Le 28 septembre, lors du désarmement, il assure avoir été menacé par des soldats et sa maison a été saccagée. À la lumière de sa déposition, Maître Dieudonné Bonkungu soutient que c'est la preuve que ce procès est celui des gens qu'on n'aime pas. Et Maître Prosper Farama de rétorquer, ce procès est plutôt celui des comportements qu'on n'aime pas. Et de poursuivre, on arrêtera ce genre de procès le jour où les militaires seront véritablement au service du peuple. À la fin de leur déposition, les 2 officiers ont salué la mémoire des disparus et souhaité un prompt rétablissement aux blessés des événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. L'audience reprend ce vendredi avec la suite de la déposition du soldat de première classe, Abdou Kompaori. Dans l'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé et le groupe Ebomaf ont signé un contrat en mode PPP pour la construction du boulevard de 125 km autour de la ville de Ouagadougou. La signature est intervenue dans l'après-midi de ce mardi 11 septembre en présence du ministre de l'économie et des finances et de celui des infrastructures, mais aussi du patron de Ebomaf. Témoignage avec Adama Koulibaly. Cette signature de convention matérialise le contrat pour la construction du nouveau boulevard périphérique de Ouagadougou. Long de 125 km, ce boulevard sera réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement burkinabé et l'entreprise Bonkungu Mamadou et Fils Ebomaf. Le coût du contrat s'élève à 181 milliards de francs CFA pour le compte de l'entreprise Ebomaf. Il s'agit du contrat de partenariat public-privé signé avec le groupe Ebomaf pour la construction et le bitumage du nouveau boulevard périphérique de Ouagadougou. La signature de ce contrat de partenariat public-privé va mettre un terme à ce chaos dans la circulation à Ouagadougou. Les 125 km sont construites en 2 fois 2 voies. Donc en un mot, ça veut dire qu'il s'agit là d'une route de 250 km parce que c'est une route de 2 fois 2 voies. Ça c'est un. Le montant de 181 milliards comprend la TVA à hauteur d'une trentaine de milliards qui doit être déduite parce que c'est reversé à l'État burkinabé. Le deuxième point, le montant comprend le dédommagement des riverains qui sont sur l'emprise. Et le montant comprend donc le déplacement des concessionnaires comme la fibre optique, l'ONEA, la Sonabel et tout ce que vous savez. Donc, ça ne veut pas dire que le montant des 181 milliards seront
dans la poche de l'entreprise. Les travaux de construction de ce boulevard vont s'étendre sur une période de 36 mois, hormis les périodes pluvieuses. Le contrat a été approuvé le 8 juin dernier en Conseil des ministres. À présent, direction Bobo Dioulasso pour la rencontre annuelle des administrateurs des sociétés à capitaux publics, une rencontre de formation pour l'amélioration continue de la gouvernance et de suivi de la gestion de ces sociétés. Moumouni Baro. 19e du genre, cette session de formation est une tribune qui vise à renforcer les capacités des responsables des sociétés à capitaux publics. Et cela se situe dans le cadre de la reddition et de l'arrêt de compte des dites sociétés en vue de se conformer à la réglementation en vigueur. Les administrateurs des sociétés d'État sont appelés à examiner et à adopter les états financiers des sociétés. Et à ce titre, il est bon, lorsqu'il y a des évolutions dans la réglementation, de renforcer leur capacité, de mettre à jour les connaissances qu'ils ont pour leur permettre de mieux examiner ces états financiers et de prendre les décisions qui s'imposent. Je rappelle que les sociétés d'État sont régies du point de vue la tenue de la comptabilité par un référentiel qui est le Cisco-ADA. Et ce référentiel est commun à un ensemble de pays qui appartiennent à l'espace OADA, notamment les 8 pays de l'UEMOA. Il sera aussi question d'échanger avec les participants sur les changements et innovations apportés au nouveau code des impôts dans la mesure où les sociétés à capitaux publics contribuent au budget national. Nous avons un thème qui porte sur le nouveau code des impôts. Et qui dit état financier dit également les implications financières. Et à ce titre, il était bon que le nouveau code des impôts qui est d'application puisse être présenté à nos administrateurs des sociétés d'État. À l'issue de 3 semaines de formation, les participants devraient acquérir des connaissances nécessaires en technique d'examen de grande masse, du bilan, du compte des résultats conformément au nouveau référentiel Cisco-ADA dans l'optique de mieux évaluer le patrimoine des entreprises. Dans le journal également, on évoque cet atelier de partage sur les bonnes pratiques en matière de collecte et de gestion des données migratoires. La rencontre est organisée par l'Organisation internationale pour la migration et doit aider à réduire les risques de migration irrégulière. Adama Koulibaly. Le partage d'expériences en matière de bonnes pratiques de collecte et de gestion des données migratoires, il en est question dans cet atelier initié par l'Organisation internationale pour les migrations. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet Protection des migrants vulnérables en Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour nous, c'est important qu'au niveau de la zone CEDEAO, qui est justement cette coordination entre les différents acteurs qui sont impliqués dans la collecte et l'analyse des données pour mieux comprendre les flux. Et dans le processus qui date depuis quelques années, on a fait plusieurs formations au niveau du Nigeria, on a fait une rencontre à Dakar et c'était important pour nous de revenir aussi à un niveau national. Après 4 jours de travaux, les participants venus du Sénégal, du Burkina et du Ghana devront proposer une pratique de collecte et de gestion harmonisée des données migratoires. We, as West African countries, vu que nos pays africains, nous avons des attentes communes, nous avons certainement des challenges communs, eh bien, j'attends qu'effectivement nous puissions arriver, en tout cas, à sortir des objectifs, en tout cas, des perspectives communes qui puissent bénéficier à nos pays. System within the countries. Il s'agit d'abord de convenir ensemble sur la compréhension des différents concepts liés à la migration et aussi de voir dans quelle mesure on peut adapter les différents outils de collecte de données au niveau sectoriel ensemble et ensuite de voir comment on peut proposer un mécanisme de coordination avec l'INSD et avec les différentes directions générales des études et des statistiques sectorielles. Les conclusions de cet atelier devraient contribuer à la mise en œuvre de politiques migratoires planifiées au niveau de Burkina Faso. Et puis le Burkina Faso, à l'instar de la communauté internationale, commémore ce 16 septembre la journée de protection de la couche d'ozone, une journée placée sous le signe de la persévérance. Mais quel est le niveau de mise en œuvre des engagements du Burkina Faso en la matière? On en parle avec Éléonore Yerbanga.
L'application des accords de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone a permis la suppression de 99% de ces substances avec l'utilisation de molécules qui contiennent de l'hydrogène, du fluor et du carbone. Aujourd'hui, ces mêmes substances produisent du gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement de la planète. Les amendements de Kigali signés en 2016 veulent travailler à supprimer ces substances. Et le présent atelier entend informer toutes les parties prenantes sur le contenu des amendements. Ces substances-là sont utilisées notamment dans notre pays pour la production du froid, la climatisation, les réfrigérateurs. Il faut passer à d'autres substances. C'est pourquoi il est important d'avoir cet atelier pour que l'on mette sur la table les discussions, les points de vue, les substances qui sont déjà là, qu'il faut utiliser et comment les utiliser. Parce que les nouvelles substances ne doivent pas détruire la couche d'ozone, ne doivent pas contribuer au réchauffement climatique. Mais ils ont d'autres défis, tels que l'inflammabilité, tels que la toxicité. Il faut donc avoir ces éléments-là, mettre en place les instruments juridiques, réglementaires, pour une gestion efficace et durable donc, de l'ensemble de ces substances. L'atelier se tient dans le cadre de la commémoration de la journée de protection de la couche d'ozone qui prévoit aussi une journée porte ouverte pour plus de visibilité des actions en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Il est aussi question de la mise en œuvre d'un projet de gestion et d'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone à travers la formation de techniciens en froid et en climatisation sur les nouvelles technologies. Un mot de santé dans ce journal. Le programme national de lutte contre le paludisme et les autorités régionales en charge de la santé lancent une nouvelle stratégie qui implique les communautés. Il s'agit de la prise en charge des soins de cas de paludisme grave au niveau communautaire avant leur transfert dans les formations sanitaires. L'initiative vient d'être portée à la connaissance des acteurs du Sahel ce 11 septembre à Dori, en présence de Sekou Zongo. Le paludisme constitue la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les formations sanitaires de la région du Sahel. Et pour parvenir à l'élimination de cette maladie, le programme national de lutte contre le paludisme et la direction régionale de la santé du Sahel font le plaidoyer auprès des communautés à travers une nouvelle stratégie. C'est une stratégie de traitement continu que nous voulons introduire en milieu communautaire, un traitement qui sera en tout cas administré par les agents de santé à base communautaire que l'État a bien voulu recruter depuis 2016 et former, mis à la disposition des communautés. Et ce traitement devra se faire pour tout enfant qui présente en tout cas un paludisme grave et qui se trouve dans la fourchette de 2 mois à 59 mois. Le mérite de cette nouvelle stratégie réside dans l'amélioration de l'état de santé de l'enfant en attendant une meilleure prise en charge. Cette stratégie consiste à utiliser des produits en passant par la voie rectale pour diminuer un peu cette charge de plasmodium au niveau de l'organisme de l'enfant et favoriser son transfert vers un centre de référence afin qu'une prise en charge plus adéquate soit faite par des agents de santé attitrés et dans les meilleures conditions. À l'issue de ce plaidoyer régional, chaque district sanitaire va mener son plaidoyer afin de renforcer le niveau de communication avec les communautés principales concernées dans cette stratégie de lutte contre le paludisme. À l'étranger, l'ouragan Florence, classé en catégorie 4 sur une échelle de 5, s'approche rapidement de la côte est des États-Unis, en particulier vers la Caroline du Nord et du Sud et la Virginie, où environ 1,5 million de personnes ont été sommées d'évacuer, bien que des milliers d'entre elles aient décidé de rester chez elles et d'affronter la tempête. Escortés par les forces de l'ordre, les habitants de Caroline du Sud évacuent les côtes menacées par l'ouragan Florence. 1 700 000 personnes doivent quitter leur domicile dans 3 États de la côte est des États-Unis, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord et la Virginie, où l'état d'urgence a été décrété. L'armée est mobilisée pour aider l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence à faire face aux risques. Florence, classée en catégorie 4 sur 5, est attendue ce jeudi sur les côtes américaines avec des vents pouvant atteindre 220 km/h. Il pourrait toucher une vaste zone allant jusqu'en Pennsylvanie. Du jamais vu depuis des décennies d'après les autorités qui ont averti les habitants, il faut s'attendre à des inondations, des destructions de bâtiments, de routes et de ponts.
Partout sur son trajet présumé, les Américains se préparent donc au pire. Stock de piles et de nourriture, planches pour se barricader. Le Maryland et l'État de Washington sont eux aussi en état d'urgence. L'an dernier, à la même période, les ouragans Harvey, Irma et Maria avaient causé la mort de milliers de personnes et provoqué des milliards de dollars de dégâts dans les Caraïbes et le sud-est des États-Unis. Et dans ce journal, la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. Marche meeting de l'opposition le 29 septembre, nous ne comprenons pas pourquoi le pouvoir s'affole. Ce sont des propos de représentants du CFOP rapportés par l'observateur Palga à l'occasion de leur point de presse hier. Les deux conférenciers accusent le gouvernement de toujours faire dans la réaction au lieu d'anticiper sur les questions préoccupantes et qualifient ainsi la session du Conseil supérieur de la défense nationale comme une réaction tardive. L'opposition table alors sur une gigantesque mobilisation le 29 septembre pour, selon elle, sortir le gouvernement de son sommeil afin d'apporter des réponses aux problèmes urgents du moment. 2 morts pour une grossesse, c'est le récit de l'Express du Faso d'une tragédie qui s'est déroulée ces 2 derniers jours à Pama. Selon le journal, l'oncle d'une fille enceinte a abattu le père du garçon, auteur de la grossesse, au cours d'une rencontre interfamille avant de se rendre à la police. Mais il sera en revanche tué par des protestataires qui ont fait une descente à la police. Pour l'Express du Faso, cet événement pose 2 problèmes. Celui des grossesses précoces et non désirées et la propension des Burkinabés à se rendre justice eux-mêmes. Loin d'être un fait divers, cet incident montre la face cachée de notre société, écrit le journal. Femmes et chefs traditionnels, ce n'est pas assez courant, mais citoyen nous révèle Napwa Kaziri, une femme au palais de Isuka à Koudougou. Selon le journal, Napwa Kaziri a été nommé par Nabasaga Ier comme son ministre du Développement. Après concertation avec les notables, j'ai pris la décision d'octroyer un poste ministériel à une femme, explique Nabasaga Ier, pour qui des questions importantes ont toujours nécessité le point de vue d'une femme. Un choix osé au départ, mais le Napwaka est devenu une référence qui occasionne beaucoup d'opportunités pour la localité, nous rapporte Sidouaya. Et puis avant de prendre congé de vous, votre programme de redevabilité sur la RTB Dialogue Citoyen reprend du service après un mois de pause. Dialogue Citoyen, c'est une émission de redevabilité qui revient donc ce soir après ce journal. Simon Gongo reçoit le ministre en charge de l'Éducation nationale pour cet exercice de redevabilité avec les citoyens, je le précise. Et pour nous en parler, Simon Gongo est en direct du studio Production. Simon, bonsoir et plantez-nous le décor certainement de cette reprise de Dialogue Citoyen. Bonsoir Fousseni Kindo, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, c'est le retour de dialogue citoyen sur les antennes de la RTB. Et ce soir donc, nous serons avec le ministre de l'Éducation nationale. Et au programme, naturellement, c'est l'éducation. Souvenez-vous, il y a presque 3 ans, le candidat Rochma Christian Kaboré, en 2015, s'était engagé entre autres à normaliser par exemple les classes d'ici à 2020 ou construire des lycées scientifiques à travers les 13 régions du pays. Que deviennent ces promesses et surtout, comment gérer la rentrée des classes au Sahel, au nord ou à l'est en proie à l'insécurité? Voilà, entre autres, les questions que nous allons poser au ministre de l'Éducation nationale. Fousseni Kindo, n'oubliez pas, ce sont les citoyens, vous l'avez dit, qui font cette émission. Et donc, vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03 ou poster vos messages au hashtag, presimed.bf. L'émission, c'est tout à l'heure à partir de 21h. On sera au rendez-vous. Merci à vous, Simon. Merci à vous également pour votre attention à cette édition. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.